Donc voilà, nous continuons le cours avec les réactivités chimiques des acides aminés. Alors, dans un premier temps, nous avons des réactions chimiques qui sont liées au groupement COOH des acides aminés. Alors, la première, c'est la réaction avec une fonction amine, c'est-à-dire que la réaction entre le COOH et une amine, donc COH et une amine, donne une liaison peptidique, c'est CONH. Donc la réaction avec l'ammoniac, c'est par exemple acide glutamique avec NH3 donne la glutamine. Une réaction de décarboxylation aussi, on enlève le groupement COH. À partir de l'histidine, on obtient l'histamine. À partir de la sérine, nous allons avoir l'éthanol amine. Nous allons voir ça en détail tout à l'heure. Alors, la réaction d'amidation, donc, c'est la réaction du COOH avec un groupement NH3. C'est une amide que l'on obtient, d'accord, voilà. On obtient cette amidation. Quand le groupement amine est fourni par un autre acide aminé, il y a une liaison peptidique, comme c'est le cas ici. Quand l'amine est donnée par un autre acide aminé, c'est une liaison peptidique qui se forme. Donc ici, une réaction d'amidation très très simple. Donc, on obtient une réaction avec le NH3 de cette manière. Deuxième réaction, c'est la décarboxylation. On y vient donc. Je vous ai dit, l'histidine, le produit de décarboxylation, c'est de l'histamine. Alors, cette histamine est un produit qui est vasodilatateur et qui intervient dans les réactions d'allergie ou d'inflammation. L'acide glutamique, quand il est décarboxylé, on obtient ce que l'on appelle le GABA, le 4-aminobutanoïque ou l'acide gamma-aminobutyrique, d'accord, gamma-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur. Bon, la sérine, on obtient de l'éthanolamine, qui est le précurseur de la choline des phospholipides. Alors, voilà ce qui se passe. Voilà un acide aminé avec son groupement COH. Quand on enlève le groupement COH, on obtient R, CH2, NH2. C'est une amine et libération de CO2. Donc, c'est une réaction très très facile. C'est une réaction de décarboxylation. On enlève le groupement carboxylique. Alors, ici, la fonction acide, toujours, on est avec la fonction acide des acides aminés. Alors, elle peut réagir, acide plus alcool donne ester plus eau, donc on va avoir un ester méthylique si l'alcool est de l'alcool méthylique. Si par exemple nous avons un alcool éthylique C2H5OH, on obtiendra ce même groupement avec eau C2H5. Donc c'est des esters, c'est un ester que l'on obtient à partir de l'acide aminé. On prend en considération la fonction acide, alcool, ester, eau. Après, alors in vivo, c'est-à-dire dans l'organisme, ces réactions sont importantes. Les amines formées étant soit physiologiquement actives, soit toxiques. Bon, l'acide gamma-aminobutyrique, donc qui dérive de la décarboxylation de l'acide glutamique, donc l'acide glutamique, il a une autre fonction COH. Là, elle est partie, d'accord? L'acide glutamique, rappelez-vous, c'est deux fonctions COH, une fonction COH de l'alpha-carbone et un COH qui est à la fin, donc l'acide glutamique, de CH2 et COH. Alors, voilà les réactions à proprement parler. Regardez l'acide glutamique, le CO- du carbone alpha, CH2, CO-. On lui enlève un CH2. Qu'est-ce qui se passe? NH3+, CH2, 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 CO-. Et ça, c'est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Gamma,
Pourquoi gamma-aminobutyrique? Parce que c'est le carbone gamma, ici, qui porte la fonction amine. Après, l'histidine. Voilà le noyau imidazole. Et quand on lui enlève le COOH, ça devient de l'histamine. D'accord? Une décarboxylation et on obtient l'histamine. Cette histamine, c'est un produit qui est situé à l'intérieur de certains globules rouges, qui est libéré au cours des réactions allergiques. Et lorsqu'il y a une réaction d'allergie, il y a une libération de ce produit qui entraîne une vasodilatation et un prurite, c'est-à-dire des rougeurs et puis le prurite, des démangeaisons. C'est dû à l'histamine qui est contenue dans une catégorie de globules blancs. D'accord? Après, vous avez la sérine. Donc la sérine, vous avez le carbone alpha, vous avez CH2OH. Alors, la décarboxylation va donner l'éthanolamine. Mais si on fait une méthylation, donc la décarboxylation, elle est là, mais si on fait une méthylation ici, 3 groupements CH3, nous obtenons de la choline. Alors, la fonction COH peut être réduite en alcool en présence de borohydrure de sodium ou de lithium. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un alcool, une réduction, avec ici le borohydrure de lithium. On peut mettre du sodium, Na, ici c'est la même chose. Et vous obtenez ce produit, d'accord? C'est un alcool. Alors, cette réaction, elle est utilisée pour déterminer l'acide aminé en position C terminale des protéines, d'accord? Mais il faut juste savoir qu'il y a une réduction de la fonction COH par le borohydrure de sodium et l'acide aminé est transformé en alcool. Après la fonction COH, on va voir les propriétés liées au NH2. Oh, c'est la même chose pour le COH. Le NH2 aussi forme des liaisons peptidiques avec la fonction carboxylique. Et il y a l'acylation par les acides gras. La désamination également. Regardez, on désamine, on enlève le groupement NH2 et on obtient une fonction COH. Donc par une enzyme qui s'appelle la glutaminase. Bon, alors, première réaction, N-acylation. Alors regardez, là c'est l'acide aminé. Groupement NH2, groupement COH et le radical. Et là c'est le radical d'un dérivé, ici, et on obtient COX. X peut être du chlore ou n'importe quoi. Et vous allez avoir NH2, CH, donc CH2 qui va se lier au CO ici, regardez, RCO, et après on a le NH, COH, R', et libération de XH, c'est un dérivé N-acylé. Donc, les chlorures d'acide, donc ici, c'est un chlorure d'acide, on peut ici, synthèse à partir de chlorure d'acide, mais on peut utiliser n'importe quel type d'atome. Donc ici, si on utilise RCO, par exemple, et H, un exemple, hein, vous allez avoir, avec l'acide aminé, la réaction avec le NH2, c'est de former un acyle. L'acyle, c'est-à-dire ce groupement avec le NH qui va vous donner un dérivé N-acylé. Donc le CO c'est une fonction carboxyle et qui est relié à l'azote d'eau N-acylé. Après, la diazotation par l'acide nitreux. Donc l'acide nitreux, c'est cette molécule avec donc votre acide aminé. Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez ce produit, d'accord? Donc la fonction acide n'est pas touchée,
mais vous allez avoir ce produit et ensuite vous libérez l'azote, il y a une désamination et la mesure du volume d'azote qui est libéré va permettre le dosage de l'acide aminé présent au départ. Donc, quand on ajoute de l'acide nitreux, on va obtenir de l'azote à la fin. C'est la méthode de Van Slyke. La quantité d'azote libérée est proportionnelle à la quantité d'acide aminé présente au départ. Plus il y aura d'azote, de volume d'azote libéré, plus il y aura eu d'acide aminé présent. La formation d'imine, c'est la base de chiffre. C'est une réaction avec l'aldéhyde, c'est une addition de carbonyle. Voilà l'aldéhyde. Voilà, R', l'acide aminé. On est toujours avec la fonction NH2, et vous avez, qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez ce produit, donc N, H, C, le H reste, ici le O devient OH, après on libère cette molécule d'eau et on obtient ce produit R, CH, COH, N, C, H, puisqu'il y a libération de molécules d'eau, et R'. C'est ce que l'on appelle la base de chiffre. Seule la proline contient une amine secondaire et ne peut donc pas faire de base de chiffre. D'accord. Après, vous avez toujours avec la fonction NH2. Alors, 3 réactions qui sont importantes. Le DFB, ce que l'on appelle le difluorobenzène, le PITC, le phénylisothiocyanate, et le chlorure de dancyle, ce sont des réactions qui sont très utilisées pour trouver le dérivé N-terminal. Alors, dans le détail, voilà le difluoronitrobenzène, regardez, le dinitro, il y a 2 groupements nitro, ça c'est le benzène, d'accord? Dinitro, fluoro, et un fluor ici. Alors, fluoro, 2, 4. Alors, si on prend le premier 1, numéro 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 2 nitrobenzène. Le fluoro 2, 4 dinitrobenzène. Réagissant avec le NH2 de l'acide aminé, nous obtenons cette réaction. Donc, les 2 dinitro restent, le fluor disparaît, on a libération de HF et le reste est collé. C'est ce que l'on appelle le 2,4-dinitrophényl aminoacide. C'est un dérivé aminoacide qui a une couleur jaune. Alors, dinitrophényl aminoacide, retenez ça. Alors, cette réaction, ce composé jaune est facile à identifier par chromatographie et il est dosé à 360 nanomètres par spectrophotométrie. S'il est jaune, donc c'est une longueur d'onde qui est dans le visible et le dosage peut se faire par spectrophotométrie. Bon, cette réaction, ce qui est important, elle a permis à Frédéric Sanger en 1953 d'établir la première structure primaire d'une protéine et c'était l'insuline. Alors, cette réaction avec le 2,4-dinitrofluorobenzène, elle est intéressante puisque c'est le NH2. Si vous avez une séquence peptidique, vous avez des acides aminés collés les uns aux autres. Il se trouve que le premier acide aminé, parce que l'extrémité N-terminale, c'est le premier acide aminé, et le COH, c'est l'extrémité C-terminale. Un peptide, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés, il va s'écrire premier acide aminé avec l'extrémité NH2 à gauche, et le dernier, c'est le COOH. D'accord? Donc, dès que l'acide aminé
se lie par son groupement NH2, il se forme ce produit. Donc, DNP aminoacide, l'extrémité N-terminale pour la réaction de Sanger. Après, le phényl isothiocyanate ou carbamylation, ici, phényl isothio, c'est toujours un groupement soufre, cyanate cyanate qui se lie au groupement NH2. Alors, on obtient le PTH aminoacide. PTH, c'est phénylthioidentoïne aminoacide. C'est la même chose que Sanger. Ici, le PTC, réactif de Edman, il se lie directement. La réaction avec le phényl isothiocyanate ou la réaction de carbamylation donne un dérivé phénylthioidentoïne. Donc, phénylthioidentoïne qui absorbe dans l'UV. Il faut savoir que ça se fait à un pH de 9, donc basique, mais cette réaction, elle est très importante quand vous avez des acides aminés qui sont collés les uns aux autres, donc des peptides. Les peptides, c'est plusieurs acides aminés inférieurs à 10 ou égal à 10. Et vous avez, ou même plus de temps en temps, donc, mais ce n'est pas une grosse molécule de protéines. La grosse molécule de protéines comporte beaucoup d'acides aminés. Les peptides, c'est une petite partie qui contient un assemblage d'acides aminés. Donc, quand vous avez un peptide, cette réaction de PTH, phénylisothiol, il y a O qui manque ici, cyanate ici, le PTC, le réactif d'Edman, il donne ce produit. Donc vous avez votre acide aminé qui est relié par son groupement toujours NH2 à cette molécule et ça donne le PTH aminoacide, donc phénylthioidentoïne aminoacide. Elle est utilisée pour identifier l'acide aminé en position N-terminale, comme ici pour la réaction de Sanger, qui utilise le 2,4-dinitrobenzène, mais celle-là, elle est répétitive, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un peptide avec plusieurs acides aminés. Le PTC va identifier le premier acide aminé en position N-terminale. Vous refaites la réaction avec le peptide restant. Il va encore identifier le premier acide aminé suivant. Donc, c'est une réaction répétitive, d'accord? C'est une réaction qui se fait à répétition, d'accord? Alors, vous avez le troisième, la dencylation, le chlorure de dencyle. Donc, voilà votre acide aminé et voilà votre chlorure de dencyle. C'est le 1-diméthyl-amino-naphthalène 5-sulfonyle. Donc, 5-sulfonyle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le premier, donc 1-diméthyl-amino-naphthalène 5-sulfonyle. C'est le chlorure de dencyle parce qu'il y a un chlore qui est relié au sulfonyle. C'est un DNS, chlorure de dencyle. Alors, la réaction similaire à la N-acylation peut être obtenue en remplaçant le carbonyle par le SO2. C'est-à-dire, on peut remplacer le carbonyle par le SO2. Ici, vous obtenez un dencyle aminoacide fluorescent. Donc voilà, le SO2, SOCl, le chlorure HCl va être libéré et vous aurez
le densyl aminoacide. L'acide aminé est relié ici et on obtient le même réaction. On peut remplacer le SO2 par le CO. Alors, la désamination. Qui dit désamination veut dire enlever le groupement NH2. NH2 de l'acide aminé. Transamination, c'est un transfert. Alors, regardez. La désamination, elle est simple. Vous passez de l'acide alpha-aminé, acide alpha-iminé, et ici, alpha-cétonique, et on obtient le NH3 qui est libéré. Donc, le groupement NH est libéré et il est remplacé par une cétone. Donc, dès qu'on a une désamination, on obtient une cétone. Donc, il y a un NH2 qui est libéré. Au cours de la réaction de transamination, c'est un transfert. Vous utilisez un aminoacide, d'accord? Et vous utilisez un cétoacide, comme celui-là, un acide alpha-cétonique. Celui-là et celui-là, c'est la même molécule. Donc, quand on met en réaction, on fait la réaction entre un aminoacide 1 et un acide alpha-cétonique, ici, avec le radical 2, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient le radical 1 qui enlève donc sa fonction NH3. Il est remplacé par le CO, comme c'est le cas ici, il y a une désamination. Mais en même temps, il y a un transfert ici. Donc ici, il y a une désamination. Et le R2, l'acide alpha-cétonique, devient aminoacide. Donc c'est un échange de groupement. L'acide qui était aminé devient cétonique. Et l'acide cétonique, avec son radical R2, devient aminoacide 2. Donc, c'est des réactions de transamination. La réaction, maintenant, les réactions qui maintenant sont dues à la proximité des fonctions COH et NH2. Donc, il faut les deux. Alors, cette réaction à l'anhydrine, je ne vous demande pas de la prendre. Il faut juste savoir que c'est un puissant agent oxydant qui, par chauffage, entre un acide aminé et deux molécules de dihydrine, donne un produit coloré violet à pH inférieur à 7. Donc, avec n'importe quel acide aminé et par chauffage, la nihydrine donne un produit coloré violet à pH inférieur à 7. Ce produit devient jaune lorsqu'il s'agit d'une proline, parce que là, c'est une liaison peptidique due à une amine secondaire. Au cours de cette réaction, il y a une décarboxylation oxydative, dégagement de CO2, NH3 et formation d'un aldéhyde. C'est une réaction utilisée pour la détection des acides aminés. Donc, je ne vais pas vous demander de retenir tout ça. Retenir le produit coloré violet pour tous les acides aminés. Donc, réaction avec la nihydrine, obtention d'un produit coloré violet. Donc, c'est un acide aminé. Produit coloré jaune, c'est une proline. Voilà la réaction de désamination oxydative. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà le produit final. Donc, voilà la nihydrine, c'est ça. D'accord? Donc, votre acide aminé ici et votre nihydrine. Ici, elle est réduite. D'accord? Une réduction. Et une nihydrine, deuxième molécule normale. Et vous obtenez le pourpre de Rubemann. C'est ça le produit coloré violet que l'on obtient avec tous les acides aminés. Donc, quand c'est ce produit, parce que il y a action avec la proline, la nihydrine, quand elle réagit avec la proline, ça donne ce coloré jaune qui est propre à la proline. Donc, colorer la nihydrine, quand elle colore l'acide aminé en violet, c'est n'importe quel type d'acide aminé avec une amine primaire. Et quand c'est un produit coloré en jaune, c'est de la proline. Voilà le produit violet. Très bien. Et l'autre, c'était le produit jaune pour la proline. Donc, nous avons vu les réactions qui étaient dues au groupement COH.
les réactions qui étaient dues au groupement NH2. C'est alpha NH2, alpha COH. Ensuite, avec l'anhydrine, nous avons utilisé les deux groupements, COOH et NH2. Donc, c'est des réactions qui se sont faites avec le groupement COH et avec le groupement NH2. Il y a eu une libération de NH2, il y a eu transformation ici, libération de CO2. Donc, et après, il faut 2 molécules de nihydrine pour obtenir le pourpre de Rubemann grâce à cet azote qui provient de l'acide aminé. Mais là, nous allons utiliser les groupements latéraux. Les groupements latéraux sont des carboxyles, des amines, des groupements imidazole, du soufre. Donc, on va utiliser tout ça. Et ces réactions sont utilisées par les biochimistes dans l'étude des protéines. Donc, les réactions dues à la présence de la chaîne latérale, telles que c'est le cas de l'acide glutamique et de l'acide aspartique et le NH2 de la lysine. Alors, leur réactivité chimique est sensiblement identique à celle du carbone central. Alors, regardez, l'ion guanidium, d'accord? Guanidium, c'est l'acide, c'est l'acide aminé, l'acide aminé basique, l'arginine. Donc, c'est le groupement guanidium ici de l'arginine. Voilà. Regardez la résonance, l'effet de résonance, cette liaison pi, ces électrons qui vacillent. Donc, on peut écrire le groupement guanidium de cette manière. On peut l'écrire aussi de cette manière et on peut l'écrire également de cette manière. D'accord? Toutes les écritures sont justes. C'est une réactivité, c'est une réaction avec une réactivité identique. Donc les électrons sont en train d'osciller autour du carbone et des azotes. Alors, pour le noyau imidazole, c'est la même chose. Il est stabilisé également par résonance. Regardez les écritures. Donc, vous avez le proton H+, qui oscille par-ci et par-là. Donc, on peut le mettre ici. Et ici, donc, NH. On peut aussi écrire NH et ici une double liaison. Et ici, on peut mettre NH+. Donc, c'est l'ion imidazolium. D'accord? L'imidazole, le noyau imidazole de l'histidine, ici, il peut également être équilibré et stabilisé par résonance. Le groupe thioéther de la méthionine. Thioéther, il est très peu réactif. Par contre, c'est intéressant de savoir que lorsqu'on utilise du bromure de cyanogène, la méthionine, c'est-à-dire qu'il y a une coupure du peptide, parce que le bromure de cyanogène va réagir avec le soufre d'une méthionine et automatiquement, il va couper la chaîne polypeptidique. Donc, le bromure de cyanogène coupe le peptide au niveau de l'acide aminé méthionine. C'est très intéressant de le savoir parce qu'on peut identifier la séquence des acides aminés grâce à cette propriété liée au bromure de cyanogène qui coupe le peptide au niveau de l'acide aminé méthionine. Quand la méthionine est engagée dans une liaison peptidique, elle est rompue automatiquement. Ensuite, il faut savoir que le groupement indole du tryptophane est détruit dès qu'on fait une hydrolyse acide. Dès qu'on fait une hydrolyse acide pour séparer les différents acides aminés, ce tryptophane est détruit. Il n'est plus retrouvé par la suite. D'accord? Donc, le groupement indole est détruit par l'acidité quand il y a une hydrolyse. Donc, on sépare les acides aminés. Si, par exemple, on vous dit que le peptide était fluorescent parce que le tryptophane possède un noyau aromatique, mais après, il n'y a plus de fluorescence,
Sachez qu'il y avait donc du tryptophane dans la séquence précédente. Le noyau phényl de la phénylalanine et les fonctions amides de l'asparagine et de la glutamine, ils ont une très faible réactivité. Maintenant, les chaînes latérales alcool et amine. La sérine, elle intervient dans des mécanismes de catalyse enzymatique. Ce sont la sérine, la thréonine, la tyrosine, sont des sites potentiels de phosphorylation. Ça, c'est très important. La sérine, la thréonine et la tyrosine peuvent être phosphorylées. La sérine, la thréonine et l'asparagine sont des sites également potentiels de O et N-glycosylation. L'hydroxyle de la tyrosine donne au phényl une réactivité assez forte qui favorise des substitutions électrophiles. L'iodation enzymatique de la tyrosine est une étape importante dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. Là voilà le groupement phénolique de la tyrosine. Il y a une halogénation de la tyrosine. Regardez la tyrosine. Ici, il y a 2 molécules de tyrosine, d'accord? Donc, mais qu'est-ce que l'on obtient? In vivo, la monoiodotyrosine et la diiodotyrosine sont des précurseurs des hormones thyroïdiennes selon le schéma suivant. Ici, il y a 1, 2, 3 iodes. Triiodotyronine. Ce n'est plus de la tyrosine, c'est de la tyronine. Mais regardez, NH2, COH, CH, CH2. Après, normalement, dans la tyrosine, nous avons ce groupement avec OH. Ici, il y a 2 molécules de groupement benzénique, si vous voulez, aromatique, avec un OH à la fin, mais il y a une iodation. Donc, triiodo-3-iodotyrosine, c'est la T3, l'hormone T3, et la T4, c'est la tétraiodotyronine, qui est la thyroxine. Alors, la T3 reverse est une forme inactive. Pourquoi? Regardez la triiodotyronine, c'est celle-là. Mais si vous avez cette molécule où vous avez les 2 iodes au niveau du deuxième groupement, c'est la forme inactive, la forme T3 reverse. La monoiodotyrosine, c'est celle-là. Donc on a un seul iode, la tyrosine, elle est iodée, et c'est les précurseurs de la diiodotyrosine. Donc c'est des précurseurs pour la synthèse de la T3 et de la T4, des hormones thyroïdiennes qui dérivent d'un acide aminé qui est donc la tyrosine. Maintenant, la tyrosine toujours, dès qu'on a une tyrosine kinase, dès qu'on dit kinase, c'est un acide phosphorique qui intervient. Les kinases, les enzymes kinases interviennent dans des processus de phosphorylation. Alors, on ramène de l'ATP, on lui enlève adénosine triphosphate, on lui enlève un phosphate, on le met ici et on obtient de l'adénosine diphosphate et vous avez une tyrosine qui est phosphorylée. Ensuite, voilà la sérine, l'acide aminé séryl. Et vous avez ici alors, est-ce que c'est une N-glycosylation ou une O? C'est une O-glycosylation. Vous avez un glucose, N, ici acétylgalactosamine, et c'est du galactose, N-acétylgalactosamine, qui est lié à l'acide aminé sérine. C'est une glycosylation. Ensuite, la N-glycosylation maintenant, c'est par exemple l'asparagine. N-acétyl toujours, acétylglucosamine. Ici, c'est du glucose et non plus du galactose. Et vous avez l'asparagine ici, qui est lignée N-glycosylation. Alors, le groupement thiol de la cystéine joue un rôle important
dans l'établissement de la structure secondaire et tertiaire des protéines. En présence de l'oxygène atmosphérique, l'oxydation des deux fonctions thiol aboutit à la cystine. Donc, on obtient un pont disulfure qui est rompu par le bêta-mercaptoéthanol. Voilà. Quand vous avez ici une cystine, voilà la cystéine et la cystéine, et là vous obtenez la cystine. C'est un pont disulfure, c'est une liaison covalente qui est très 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 forte et elle participe au maintien de la structure tridimensionnelle des protéines. Donc voilà le bêta-mercaptoéthanol qui va donc rompre le pont disulfure, il va être coupé par le 2 bêta-mercaptoéthanol et nous obtenons 2 cystéine à la fin. Il y a une réduction des ponts disulfure. Le glutathion, maintenant, nous l'avons vu, nous le revoyons. Le glutathion, c'est un tripeptide caractérisé par un acide glutamique, une cystéine et une glycine. Alors, il existe sous forme oxydée et il existe sous forme réduite. Il intervient dans des phénomènes de détoxification. Le voilà, le glutathion, il est vital pour enlever les métaux lourds tels que le plomb, le mercure, le cadmium. C'est des produits qui font beaucoup de mal à l'organisme et le glutathion joue un rôle important dans la détoxification. Le groupement thiol réagit avec ces sels de métaux lourds en créant une liaison soufre-métal. D'accord? Donc, ce soufre de la cystéine, il va réagir avec les métaux lourds pour détoxifier l'organisme. C'est intéressant. Maintenant, il y a les méthodes d'étude des acides aminés, elles sont nombreuses. Il y a les méthodes chromatographiques, il y a les électrophorèses, et il y a la chromatographie haute performance en phase liquide. Alors voilà une méthode chromatographique sur papier. Elle est unidimensionnelle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a 2 phases. Il y a une phase organique et une phase aqueuse, c'est-à-dire de l'eau. C'est un mélange solvant aqueux et organique ici. Et là, on met notre papier. Et les échantillons ici, 1, 2. Là, c'est un papier que l'on appelle papier Whatman. On le trempe ici. Et il va y avoir une migration de ces acides aminés que l'on a déposés ici. Et vous voyez que le rouge, il monte. Il monte, il monte, il monte. On s'arrête. Alors, il y a une première phase ici. Et une deuxième phase ici sur le papier. Alors ici, l'éluant, il monte, le papier Whatman se gorge d'eau, l'eau devient la phase stationnaire. Donc ça se remplit, c'est comme un buvard qui se remplit d'eau jusqu'à ce niveau. Le solvant organique, c'est-à-dire si vous avez un benzène par exemple, il glisse ici, il glisse ici sur la feuille d'eau et devient la phase mobile. Ici, c'est la phase mobile. L'acide aminé va donc migrer. Donc ici, ce sera un soluté hydrophobe puisque c'est un solvant polaire et l'eau, ici, est un liquide polaire. Ici, c'est apolaire. Ici, il est hydrophobe. Soluté hydrophile. Soluté hydrophobe. Donc vous avez la migration ici. Alors regardez la suite. Il y a un partage entre phase hydrophile et phase hydrophobe. La migration, elle se fait par capillarité. Les acides aminés hydrophobes vont monter le plus. Ici, je reviens en arrière, Les acides aminés hydrophobes, c'est eux qui vont monter le plus ici. D'accord? Ils sont hydrophobes, ils montent le plus ici. Les acides aminés hydrophiles, ils vont rester en blanc. Alors,
La migration se fait par capillarité. Il y a une coloration par l'anhydrine et l'identification des acides aminés se fait grâce au RF. C'est un rapport au fond de chaque soluté ou le rapport à un témoin, ce qu'on appelle le RT. Alors, maintenant c'est un petit peu le même principe ici. La chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche